Valérie Pécresse affirme être l'obsession d'Emmanuel Macron parce qu'elle était invitée à la télévision demain soir. Évidemment, ça a été annulé parce que face au chef de l'État, bon, sa parole est forcément plus forte. Est-ce qu'elle a raison? Je pense qu'il ne faut pas être si égocentré que ça. Ce qui est certain, c'est que tout ce qu'on entend depuis l'annonce de cette émission avec le président de la République, ce sont plutôt, en tout cas à mes yeux, des réactions politiciennes, de petites politiques, alors même que on a eu, allez, 1 mois et demi de primaire de la droite, où toutes les semaines, on a eu 2 heures, 3 heures de débat entre les candidats de la droite. On a eu les primaires des écologistes. Dimanche, on avait l'impression d'être sur le Netflix politique en regardant la télé. Entre le meeting de Madame Hidalgo, les propos et le meeting de Monsieur Jadot, la réunion des cadres LR de Madame Pécresse. Franchement, moi, je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur. Cette émission, elle est utile, elle est nécessaire. C'est le président de la République qui s'exprime, qui répond à des journalistes. Et en plus, on est à la veille des vacances scolaires, on est à la veille d'une année qui a été éprouvante, où les Français ont fait énormément d'efforts, où les parents ont fait énormément d'efforts, où les enseignants, les entreprises, tout le monde a mis une énergie de dingue cette année. Alors faire un point avec le président de la République avant un peu la trêve des confiseurs, moi je trouve que c'est un moment important pour la France, pour notre pays et même pour le débat des familles pendant les repas de Noël. Vous nous auriez dit le contraire, on aurait été étonnés. Yannick Jadot promet une femme à Matignon, est-ce que c'est une bonne idée et est-ce qu'Emmanuel Macron doit faire de même? Moi, je suis une féministe résolue. Moi, je crois à la sororité. Je crois que le temps est venu pour plus de responsabilités. Et c'est ce que nous faisons. Qui est le premier féministe de France? Président de la République. Ah bon? Évidemment. Les féministes n'en pensent pas de même. Du même avis, ouais. Quand on regarde le budget qui a été alloué pour ce que le président considérait comme la plus grande cause du quinquennat. Eh bien, je vais vous dire pourquoi c'est le premier féministe de France. Qui a fait confiance à des jeunes femmes, à des femmes sur des circonscriptions électorales et qui ne leur a pas relégué des circonscriptions qui étaient ingagnables? C'est Emmanuel Macron. Résultat des courses, on n'a jamais eu autant de femmes députées et sénatrices de l'histoire de la Ve République. Qui va aller sur cette égalité entre les femmes et les hommes pour les salaires et va renforcer la loi Zimmermann-Copé? C'est notre gouvernement. Qui va faire effectivement de la lutte contre les violences faites aux femmes la cause du quinquennat et va renforcer les moyens financiers d'un ministère, certes, de créer ce ministère, porté d'abord par ma collègue Marlène Schiappa, puis Elisabeth Moreno. C'est toujours le président de la République. Et je vais même aller plus loin. Pour avoir cette égalité réelle, qui va mettre un indicateur et rendre public cet indicateur dans des entreprises sur les écarts de rémunération? C'est toujours notre gouvernement. Alors moi, je veux bien les grands plaidoyers, les grandes annonces. Et effectivement, l'égalité, elle n'y est pas encore. C'est un combat, et c'est un combat de tous les jours. Et on le voit. Mais entre nous, il y a le plaidoyer, les vœux pieux et les actions. Et jamais un gouvernement de gauche, et ils ont eu l'occasion de le faire entre 2012 et 2017, n'a été aussi ambitieux sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais le symbole ne pourra jamais être aussi fort qu'une femme à l'Élysée. Et c'est aussi, même si ce n'est pas le seul argument, mais l'une des cartes qui est jouée par Valérie Pécresse. Est-ce que ce n'est pas justement un adversaire beaucoup plus compliqué pour le chef de l'État? Avoir une femme candidate à l'élection présidentielle, avoir une femme au plus haut niveau de l'État, évidemment, il y a la force du symbole. Moi, l'engagement que je porte, celui que je pense juste, c'est pas de regarder si c'est une femme ou un homme. C'est évidemment de regarder la compétence, l'énergie, mais aussi de voir quel est l'équilibre réel. Et ce que je vois, c'est que la deuxième femme la plus puissante du gouvernement, le deuxième membre le plus puissant du gouvernement, c'est une femme. C'est Barbara Pompili, qui est aujourd'hui ministre du Travail. Le travail, c'est pas quelque chose de pas sérieux. C'est une femme, Elisabeth Borne, qui est ministre de nos armées. Les armées, c'est quand même pas en général les ministères qu'on imagine les plus féminins. C'est Florence Parly. Eh bien, quand on regarde l'industrie et l'importance de l'industrie, c'est Agnès Pannier-Runacher. Et franchement, je pourrais faire la liste encore longtemps. Et vous n'êtes pas les seuls. En son temps, Nicolas Sarkozy avait nommé Dati, garde des Sceaux, Christine Lagarde, ministre de l'économie. Mais moi, je trouve ça excellent. Ça veut dire qu'on s'inscrit aussi dans une tradition. Et demain, j'espère qu'un jour, on aura une femme Premier ministre, une femme présidente de l'Assemblée, une femme présidente de la République, tant que cette femme présidente de la République sera évidemment... Vous ne pensez pas à Valérie Pécresse, ça c'est sûr. Projet, évidemment. Christiane Taubira, ça ferait une bonne candidate pour la gauche 50+. Qui se cherche visiblement un leader. Vous avez peut-être entendu cette petite musique, son nom revient dans les médias. Je l'ai entendu et je suis assez triste, pour être tout à fait honnête, pour aujourd'hui la gauche française. Parce que ce qu'on a vu la semaine dernière était quand même assez, je pense, assez douloureux pour les gens de conviction de gauche profondément. On a vu un bal des égos.
On a vu des femmes et des hommes politiques essayer de régler des petites manœuvres personnelles, un cirque, en tout cas un cinéma de M. Montebourg à passer des coups de téléphone en direct. Ça vous arrange bien, politiquement, évidemment, pas vous personnellement. Mais... Très sincèrement, moi je trouve que ça fait du mal à la vie politique française. C'est un problème pour la démocratie. Oui, parce que la gauche est un problème pour la démocratie. Non, j'ai dit qu'aujourd'hui, les manœuvres du Parti socialiste, des candidats de la gauche qui essaient de se rabibocher, qui n'ont pas travaillé pendant 5 ans sur un projet ou des valeurs communes et qui aujourd'hui essayent finalement de mettre en scène, vous avez vu les mêmes scènes que moi, et qui font franchement très mal. La maire de Paris, qui le matin dit quelque chose à la télé, le soir dit l'inverse, finalement se fait raccrocher au nez par Yannick Jadot. Enfin, franchement, ça ne sert pas du tout la mobilisation, l'expression démocratique et le vote. Et je crois que ça fait du mal aujourd'hui au débat politique dans notre pays, alors même que... Et après, je peux comprendre qu'ils aient moins d'espace pour porter un projet, parce que le rallongement du congé paternité, parce que le zéro reste à charge, parce que votre politique, en fait, les handicaps, c'est ce que vous dites. De gauche. Vous parlez de la maire de Paris, candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste. Elle estime que le langage des années 30 contre les Juifs est aujourd'hui appliqué aux musulmans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? J'ai écouté très longuement hier l'intervention de Manuel Valls. Sur LCI. Sur LCI, exactement, mais très longuement, parce que j'ai trouvé ses propos très équilibrés. J'ai trouvé que son analyse sur la gauche française était très juste. En plus, je veux dire, c'est le premier d'entre eux, moi, ça ne vous aura pas échappé. Ce n'est pas ma famille politique, je suis au MoDem. La gauche ne dit pas ça de Manuel Valls. Deuxième, puisqu'il avait été battu par Benoît Hamon à la primaire de la gauche. Et pour autant, s'il dit que cette gauche aujourd'hui est quasiment en train de mourir, ou en tout cas en train de vivre une mort cérébrale, c'est parce qu'ils ont perdu leur boussole et leurs valeurs. Ce qui est certain, c'est que la gauche, si elle n'arrive pas à se rabibocher, c'est parce qu'elle n'a plus de commun. Le commun, c'est quoi ? La République, la laïcité, pour revenir à votre question. Mais sur le fond, est-ce que Anne Hidalgo a tort de dire que les musulmans sont stigmatisés ? Aujourd'hui, il y a des propos anti-musulmans dans notre pays, bien sûr, et nous luttons contre. Parce que quand on fait une loi pour protéger, on renforce la laïcité, quand on fait une loi de lutte contre les séparatismes, on lutte contre quoi ? Contre les discours de haine, qu'ils soient antisémites, racistes, homophobes ou anti-musulmans, bien sûr. Nous luttons contre toutes les haines. Pourquoi ? Parce que notre vision de la société française, notre vision de la République, c'est qu'elle ne regarde pas les Français en fonction de leur confession ou de leur couleur de peau, ou même de leur orientation sexuelle, ou avec qui ils dorment sous la couette. Mais cette comparaison, entre les Juifs des années 30 en France et en Europe, et la situation des musulmans aujourd'hui en France en 2021, est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, un décalage dans l'analyse ? Pour moi, les propos sont excessifs. Parce que reprendre des faits des années 30 et faire une sorte de parallélisme des formes est pour moi tirer un peu loin. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des situations, il y a... des propos anti-musulmans, antisémites, oui, il y en a. Oui, il y en a. Il y en a parce que nous avons beaucoup trop longtemps pas expliqué, pas porté, pas défendu la laïcité, qui n'est rien d'autre qu'une loi de liberté, qui protège le fait de ne croire ou de ne pas croire, qui protège la pratique de la foi, tant que la seule loi qui s'applique et la seule qui est suprême et supérieure, c'est la loi de la République. Maintenant... Il ne faut pas